bienvenue dans le podcast Devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs et tous les jours, en quelques minutes, avec mon compère Olivier de Scooter, on vous explique comment débuter, progresser et performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur le dernier épisode de la semaine du podcast Devenir triathlète. Pour co-animer cet épisode avec moi, j'ai toujours l'ami Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Et notre invité de la semaine, Nicolas Tillman. Salut Nicolas. Hello les gars. Dernier épisode de la semaine, on s'était dit qu'on partirait sur tes projets futurs. Moi déjà, ma première question, tu nous as parlé hier de ta transition professionnelle, c'est-à-dire que tu laisses tomber ton activité au magasin pour t'installer en tant qu'indépendant et être coach d'athlètes de tout niveau. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on lance justement une telle activité. Alors effectivement, tu as un master en éducation physique et sportive, donc ça aide, j'imagine, pour préparer des plans d'entraînement, pour prendre en charge des athlètes. Mais en termes d'activité en elle-même, comment est-ce qu'on décide de se lancer? Est-ce que c'est du bouche à oreille? Est-ce que ça fonctionne sur les réseaux sociaux? Est-ce que au contraire, le magasin dans lequel tu bossais te file un coup de main pour t'apporter une clientèle? Comment ça marche? C'est un petit peu un mix de tout ça. Je pense que à l'heure actuelle, le souci qu'il peut avoir, c'est qu'il y a énormément de coachs sportifs qui sont plus ou moins bien formés. Je pense qu'il y a des gens qui s'auto-baptisent coach sportif et qui ont eu quelques jours de formation, qui ont même pas eu de formation. Il y a des gens qui ont effectivement un diplôme universitaire. Et là pour le public et pour les athlètes, là c'est peut-être difficile de faire un tri dans tous ces coachs là. Et donc effectivement, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a vraiment une offre énorme. Et donc ça peut être même s'il y a une grosse demande, peut-être difficile quand même de se développer dans ce secteur-là. Mais moi ça fait quand même quelques années aussi que je suis actif dans le secteur associatif et que je donne les entraînements en club. Du coup, c'est quand même là que je rencontre pas mal de personnes, pas mal d'athlètes qui parfois demandent un suivi personnalisé. Ou comme tu le disais, c'est vraiment aussi via le magasin. Comme le magasin propose un service de coaching, finalement, je suis renseigné de plus en plus régulièrement via le magasin. Et donc ça, c'est vraiment un super endroit pour rencontrer des gens. Et je suis vraiment aussi à nouveau vraiment super reconnaissant envers mes managers qui m'envoient régulièrement des clients. Et donc ça me permet en fait de développer mon activité de coaching de manière idéale. Et après, moi, pour l'instant, je compte principalement sur le bouche à oreille. J'ai créé un site internet pour que c'est plus une landing page pour les gens qui devraient obtenir une carte de visite puissent quand même avoir un aperçu de mes services. Mais pour l'instant, je pousse pas trop non plus au niveau des réseaux sociaux. D'une part parce que je pense que c'est principalement le bouche à oreille qui doit fonctionner. D'autre part parce que et peut-être c'est peut-être une erreur et un point sur lequel je dois m'améliorer, c'est que je suis pas tellement actif et tellement fan des réseaux sociaux, de faire la communication là-dessus. Donc voilà, pour l'instant, je compte vraiment sur le bouche à oreille pour voir comment ça va se développer. Et si jamais je sens vraiment que c'est vraiment nécessaire d'avoir aussi un appui sur les réseaux sociaux, alors je serais bien forcé de m'y mettre. Non, après le coaching, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, depuis la nuit des temps. Je pense que même dans la Grèce antique, il devait déjà y avoir du coaching finalement quand on parlait des jeux des jeux olympiques tout simplement qui viennent de là. Donc voilà, je pense que le coaching ça a toujours existé et ça existait aussi avant les réseaux sociaux. Donc après, je pense qu'il y a aussi différents types de coachs. Moi je l'ai vécu moi-même. J'ai eu pour l'instant, j'ai travaillé avec 2 coachs de manière individuelle. Le premier qui faisait vraiment de la masse, il faisait vraiment du volume. C'est quelqu'un qui a, je pense, plus de 60 athlètes. Et donc du coup, il nous envoyait un planning. Je pense que c'était par mois, si je me souviens bien. Il fallait respecter le planning, mais il y avait pas énormément d'interaction, quoi. C'était assez unidirectionnel. C'était tu fais ton planning et si tu le fais pas, tant pis pour toi, quoi. Et aujourd'hui, je suis avec un autre coach où le suivi est beaucoup plus personnalisé.
et qui s'adapte aussi beaucoup plus. Donc il va s'adapter en fonction de la météo, en fonction de mon emploi du temps, parce que peut-être que niveau boulot, je suis surchargé, donc je lui dis, il va adapter, etc. Donc en fonction de mon état de fatigue aussi. Donc il y a plein de critères qui rentrent en compte, et là c'est du coup un suivi qui est beaucoup plus rapproché. Donc je pense qu'il y a vraiment différentes philosophies en termes de coaching, et c'est clair que si tu veux faire du volume, à moins d'avoir un gros nom dans le sport, peut-être que les réseaux sociaux peuvent être intéressants, mais bon, après il faut voir aussi quelle est ta philosophie derrière. Oui, c'est ça. Bon, moi je me positionne plutôt comme ton second exemple. Je pense qu'effectivement, si on veut vraiment performer en tant que coach, les feedbacks de l'athlète sont aussi importants que finalement les plannings qu'on fait. Faire des plannings à 1 mois, c'est bien beau, mais en général, toutes les semaines, il faut au moins les réajuster parce qu'il y a toujours des choses qui se passent. Donc, effectivement, faire un planning à 1 mois et puis plus y toucher, en général, ça va jamais être aussi rentable que quelqu'un comme je le fais, qui a vraiment une interaction au moins 1 fois par semaine avec ses athlètes. Et puis adapter le programme en fonction effectivement de vraiment le ressenti de l'athlète et de son équilibre entre ses entraînements, sa vie professionnelle, sa vie familiale et autres quoi. Donc effectivement, je pense que maintenant il y a assez de programmes tout faits sur internet et de choses qu'on peut se procurer facilement et gratuitement pour commencer à courir. Que à l'heure actuelle, faire un coaching de masse, comme tu le disais, à moins d'avoir vraiment un nom et que les gens se disent bon, si vraiment lui il est fort, il était fort dans le sport, c'est qu'il doit prodiguer de bons conseils. Il faut vraiment faire ça dans le détail, avoir une vraie relation avec l'athlète, ce qu'il aura pas si jamais il télécharge un plan sur internet. Après, je pense que c'est aussi deux activités qui sont très différentes, c'est-à-dire l'athlète en tant que tel, et donc quelqu'un qui a eu des très bons résultats au niveau sportif, et le métier de coach. Et donc un très bon athlète ne sera pas forcément un très bon coach pour autant, parce que le coaching en fait c'est pas juste être bon dans le sport, c'est aussi de la pédagogie, c'est de la compréhension, c'est de la psychologie. Enfin voilà, il y a énormément de choses qui viennent derrière. Donc je pense que ça doit rentrer en compte aussi. Et pour revenir sur ce que tu disais aussi à l'instant, finalement il y en a pour tous les goûts et il y en a aussi pour tous les budgets. Parce que un coach personnalisé qui va nous envoyer un plan d'entraînement, ça peut commencer peut-être à 20 € par mois, mais ça peut aller jusqu'à 400 € par mois aussi, voire peut-être même plus. Donc ça dépend aussi un petit peu évidemment du budget de chacun, j'imagine. Oui, non, c'est sûr et certain. Et je te rejoins dans ton idée où effectivement c'est pas parce qu'on est un bon athlète qu'on est un bon coach, mais il y a suffisamment d'exemples aussi qui montrent que en termes de communication et pour obtenir des clients, c'est quand même en général plus facile si on a un certain nom dans le sport et dans le milieu, parce qu'en général les gens font pas toujours la part des choses et se disent pas forcément oui bon ok il a été fort dans ce sport-là, mais finalement est-ce que c'est un bon pédagogue et quelqu'un qui va vraiment savoir transmettre et pas seulement appliquer finalement ce qu'il a vécu, mais s'adapter à la situation et aider chacun personnellement. Et je pense que les gens poussent pas le raisonnement jusque là, et que souvent effectivement si on a eu un bon nom dans le sport et qu'on a une belle carrière en général, on peut être assuré quand même d'avoir un certain nombre de clients quoi. Et pour rebondir justement, Olivier, tu parlais de budget, est-ce que tu peux nous donner une idée, une fourchette, parce que j'imagine que ça dépend aussi si t'encadres des athlètes qui sont juste des coureurs, juste des nageurs, des triathlètes, des duathlètes, tout ça ça représente pas le même temps de travail pour toi, mais une fourchette moyenne sur un plan d'entraînement en coût mensuel, ça représente quoi à peu près? Oui, effectivement, faire un plan d'entraînement en triathlon, surtout s'il faut faire des programmes de natation détaillés, s'il faut prévoir des séances de préparation physique générale, etc. C'est quand même ça prend quand même beaucoup plus de temps qu'un simple entre guillemets plan de course à pied, même si ça peut être complexe. Mais donc pour l'instant, mes tarifs vont de 90 € pour un plan d'entraînement course à pied jusqu'à 150 € pour un plan d'entraînement de triathlon quoi. Donc on est bien dans la fourchette 20-400. C'est ça, ouais. Oui. On est plutôt dans le bas de la fourchette, ça va, c'est rassurant. Ok, alors avec tout ça, évidemment, tu prépares des plans d'entraînement pour les autres, mais t'en prépares aussi pour toi, et tout ça nous emmène à tes futures compétitions. Qu'est-ce que t'as au programme pour cette année, voire les années d'après, même si on a compris que t'étais pas forcément un homme d'objectifs lointains? Juste une petite rectification, c'est que je fais des plans d'entraînement pour les autres, mais je suis moi-même entraîné. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je trouve important d'avoir, c'est quelqu'un d'extérieur
qui va pouvoir superviser tout ça, quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience et de connaissances que moi, qui va pouvoir vraiment superviser tout ça. Et c'est aussi... Oui, puis comme dit le dicton, c'est toujours le cordonnier qui est le plus mal chaussé, donc s'entraîner soi-même, c'est peut-être pas la meilleure solution. Oui, c'est ça, on a tendance à peut-être laisser plus vite tomber une séance qu'on avait planifiée en fonction de la fatigue ou en fonction de la météo. On se dirait, bon, finalement, non, j'avais peut-être un peu exagéré, alors que quand on a quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience et qui nous a fixé une séance, en général, quand la séance est sur le calendrier, on va quand même y aller. Donc, tout simplement, t'as des comptes à rendre à quelqu'un, quoi. Oui, c'est ça, hein, à la fin de la semaine, quand on complète le carnet d'entraînement, on est bien forcé de mettre qu'on n'a pas été courir ou qu'on n'a pas été rouler. Et je pense que sur les au moins 5 dernières années, ça m'est jamais arrivé de louper une séance, je pense. Donc pour moi ça marche vraiment bien d'avoir quelqu'un qui me donne mes plans d'entraînement. T'as pas encore marié, t'as pas encore d'enfant, c'est pour ça. Ça va venir. C'est bien, oui. Non, mais après il faut se donner les moyens autour de ses ambitions, hein. Et puis moi si je loupe une séance ou que je la fais mal, je suis sûr d'avoir un commentaire de mon coach qui va me dire bon ben voilà, tu veux quand même performer à haut niveau, tu veux atteindre des objectifs, mais finalement bon pourquoi est-ce que t'as pas fait cette séance là, ou pourquoi est-ce que tu l'as mal faite, ou des choses comme ça. Donc et puis moi c'est vraiment quelque chose que j'évite maintenant de faire, c'est rater une séance. Je me sentirais vraiment mal de le faire, quoi. Maintenant je réfléchis même plus, et si c'est au programme je le fais, quoi. Je comprends. Déjà moi à mon petit niveau, je me sens vraiment très mal quand je loupe une séance. Alors j'imagine que quand tu te qualifies pour des championnats internationaux, Allez, parfois c'est pas intelligent, hein, de faire la séance à tout prix. Mais en général, bon, moi je me suis jamais blessé non plus, et donc en général quand je trouve une excuse, c'est plus en termes de timing, parce qu'il est peut-être un peu plus tard le soir ou trop tôt le matin, ou parce qu'il fait pas assez beau à mon goût. Donc tout ça, c'est pas des excuses valables, hein, évidemment. Mais bon, si on est au bord de la blessure, c'est un conseil que je peux donner à tous. Effectivement, c'est peut-être skipper une séance, ou de la faire un peu plus light si jamais on sent qu'on est vraiment en train de forcer, quoi. Toi, t'es coaché. Donc j'imagine que tu as déjà une base où tu te dis tiens on va faire comme ci comme ça, et que ça engendre pas mal d'échanges avec ton entraîneur, mais malgré tout t'es coaché, et du coup tout ça nous emmène à tes objectifs pour cette saison. Ah bah pour cette saison et les suivantes, si tu en as déjà en tête, si tu as déjà un rêve, je sais pas, certains se mettent dans le triathlon en rêvant d'Hawaï à objectif 5 ou 10 ans, est-ce que c'est ton cas? Non, comme je disais, moi j'ai pas vraiment de rêve comme ça, je me fixe pas de compétition, de performance ultime à atteindre. C'est un peu dans le même registre. J'ai pas vraiment d'idole dans le sport. Je cherche pas vraiment à m'identifier à quelqu'un ou à devenir quelqu'un, ou quelque chose, ou à achever quelque chose en particulier. Mais j'aime vraiment bien le process, le chemin, et essayer vraiment d'être meilleur au fil des saisons. Et donc effectivement, comme je l'ai déjà dit, c'est simplement le fait de faire un meilleur temps, ou bien surtout en triathlon, en duathlon, de faire une meilleure place que ce que j'ai déjà fait auparavant. Et je me dis voilà, step by step, je sais pas où ça me mènera. Je sais pas vraiment où j'ai envie que ça me mène, mais bon, tant que j'ai du plaisir et que j'aime ce que je fais, je continue à le faire, quoi. Bon, comme je te disais en début de semaine, hein, fais gaffe, hein, parce que tu vas monter les escaliers, mais il y a un moment on les redescend. Mais ça, c'est tout le monde, hein. J'en connais pas un seul qui a tout performé toute sa vie, hein. Même si en ce moment il y a. Ceci dit, ça va, dans le triathlon, t'as encore quelques belles années devant toi. On a l'avantage d'être un sport quand même où on arrive à notre pic de performance. Alors après, ça dépend des distances évidemment, mais je veux dire, tu peux toujours allonger un peu les distances et jusqu'à 35-40 ans être au top, quoi. Oui, c'est sûr. Et après, on a toujours une collaboration avec mon entraîneur vraiment vraiment assez prudente, dans le sens où on forçait vraiment pas dès le début, et on essayait avec finalement la plus petite charge d'entraînement possible de performer au mieux et de continuer à s'améliorer avec la plus petite charge d'entraînement possible. Donc entre guillemets, une fois que j'atteins ou que j'atteindrai un palier, il suffira entre guillemets d'augmenter un tout petit peu la charge, ou d'optimiser la récupération, des choses comme ça, et finalement ça pourra repartir de plus belle. Donc là je suis vraiment dans un process où je me sens vraiment pas proche de ma limite, et aussi ça qui est chouette aussi, c'est que je sais que je me suis toujours entre guillemets entraîné sur la réserve, et que je peux continuer à avoir une belle progression, parce que en termes souvent en termes de volume de kilomètres hebdomadaires, ou d'allure d'entraînement, de choses comme ça, les gens sont étonnés de voir que finalement moi mes grosses semaines à pied c'est 40-50 kilomètres, alors qu'il y a des athlètes qui font les mêmes courses que moi, qui courent plus de 100 bornes par semaine, hein.
Donc c'est ça aussi. En général, ouais, moi je cours vraiment peu. Après il y a plusieurs profils d'athlètes, mais moi j'ai vraiment pas besoin de beaucoup pour bien performer, quoi. Donc Wow, félicitations. Ce qui est un avantage. c'est un avantage, mais parfois en tant qu'athlète c'est un peu frustrant parce qu'en général les athlètes aiment bien en faire beaucoup et le faire vite, alors que moi c'est plutôt l'inverse. J'essaie d'en faire peu, enfin de faire le minimum pour être le meilleur possible. Ça m'amène aussi à avoir des saisons vraiment continues, et à m'entraîner dans la continuité, à jamais me blesser. Finalement c'est aussi pour ça que j'ai atteint aussi un bon niveau. C'est parce que ça fait vraiment des années que je m'entraîne dans la continuité, et je me suis jamais arrêté de m'entraîner, hein. Donc nous c'est vraiment notre philosophie d'entraînement, et je pense que ça porte ses fruits, quoi. Oui, parce que c'est vrai qu'on retrouve souvent des athlètes aussi qui performent très bien et en fait qui se crament tout simplement parce que ils veulent aller trop vite, trop loin, et donc ils se crament dès les premières années, quoi. Ouais, c'est pas difficile d'avoir un bon jeune ou un bon junior, hein. Il suffit de le faire entraîner 2 fois plus que les gens de son âge, et il sera d'office bon. Mais après effectivement quand il va stagner, quand il va arriver à un palier, ce sera impossible d'augmenter encore le volume ou l'intensité, ou bien il va se blesser. Donc je crois que c'est vraiment important pour ceux qui veulent avoir une vision à long terme, effectivement, d'y aller vraiment progressivement et d'essayer d'avoir une continuité dans l'entraînement pour pas toujours avoir des interruptions et devoir repartir quasiment de zéro, quoi. Ce sont des sages paroles. Et du coup, pour les auditrices et les auditeurs qui voudraient te suivre sur tes prochaines compétitions, qu'est-ce que tu as au programme là, les prochains jours, les prochaines semaines? Parce que la saison va bientôt démarrer. Elle a même déjà démarré. Oui, elle a déjà démarré la semaine. Bon, il y a 10 jours, il y a eu un test event en Belgique pour la sélection, justement pour les championnats d'Europe de duathlon et de triathlon. Moi, j'ai fait l'événement pour le duathlon et normalement ça devrait passer. Donc ça aura lieu début juillet. Donc on y sera vite, à mine de rien. Et d'ici là, dans 10 jours, il y a la première manche de D1 ici en triathlon en Belgique. Si elle est maintenue, parce que la première manche a déjà été annulée. Donc là ça aurait dû être la deuxième manche qui va avoir lieu. Et puis au mois de juin, il y a déjà 3 grands prix de duathlon en France. Donc là, ce sera quasiment chaque week-end. Ça permettra de vraiment bien préparer les championnats d'Europe. À nouveau en espérant que ça fasse pas un peu trop d'avoir quasiment une course chaque week-end, mais ça on va vraiment s'occuper de préparer ça avec mon entraîneur pour être sûr que j'arrive vraiment bien frais début juillet au championnat d'Europe, parce que c'est quand même le premier gros objectif de la saison, quoi. Donc en Belgique, on te retrouve où pour la première manche de D1 à Bruxelles ou... Non, c'est à Sint-Laurens, donc c'est au nord du pays, au nord-ouest du pays. Et puis les manches de Grand Prix en France, ce sera? La première, ce sera à Valence, le premier week-end de juin. Après, il y en a une à Saint-Avertin, où je sais pas vraiment bien où c'est. Et puis 2 semaines après, ce sera à Parthenay. Donc, on aura déjà bien l'occasion de visiter la France. Ouais, tu vas déjà bien te balader. Parthenay, ça me plaît beaucoup. C'est là où j'avais fait les championnats de France par équipe en junior, et c'était des belles expériences et des beaux souvenirs. Ouais, j'ai déjà fait aussi, je pense, 1 ou 2 fois la course là-bas, et c'est vrai que c'est chouette, hein. C'est un chouette parcours. Ouais, c'est une terre de triathlon, c'est vachement sympa. Ouais. Génial. Eh ben écoute, on suivra ça attentivement. Super. Merci. Merci beaucoup à toi, Nicolas. Si nos auditrices, nos auditeurs veulent te suivre un petit peu sur les réseaux sociaux, alors on a compris que t'étais pas trop adepte, mais malgré tout, tu dois bien avoir une page Facebook ou une page Instagram qui traîne par-ci par-là. Où est-ce qu'on te retrouve? Ouais, donc là où je suis le plus actif, c'est sur Instagram. Donc mon pseudo, c'est Tilmanic. Et alors sur Facebook, c'est simplement Nicolas Tilman. J'ai une page athlète simplement à mon nom. Ok, bah écoute, on mettra tout ça de toute façon dans les notes de l'épisode. Et puis merci encore pour ta présence cette semaine à nos côtés, pour avoir répondu à toutes nos questions. On te souhaite bon courage pour les courses qui vont arriver très vite, pour les championnats d'Europe évidemment, parce qu'on est certain que tu y seras et puis que tu vas faire ton top 5 ou allez, la 3e marche, hein, ce serait quand même sympa, voire mieux. Et puis, on se donne rendez-vous pour une prochaine, peut-être un débrief en fin d'année justement sur ta saison 2021. Ça va, merci beaucoup à vous de m'avoir invité. C'était une belle première. Et puis, en Roumanie, j'essaierai de penser à vous dans ce fameux instant T où j'essaierai de grappiller chaque place jusqu'à la ligne d'arrivée. On sera avec toi. Super, merci beaucoup. Salut Nicolas. Merci les gars. Vous avez apprécié cet épisode? Alors taguez Ohana_tri sur Instagram, et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.